Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC en partenariat avec MHSC Honor et Buff Media. J'espère que vous allez bien, malgré les résultats très compliqués de notre MHSC. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui, exceptionnellement ce jeudi, pour une toute nouvelle émission aux couleurs orange et bleu. À mes côtés, aujourd'hui, pour participer à cette émission, mon compère de toujours, comme je le dis chaque semaine, Kevin est avec nous. Salut mon Kev, comment ça va? Salut Fabien, ça va, ça va. Moyen mitigé, un peu comme notre équipe en ce moment. Et puis voilà, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à tous les copains qui vont parler avec nous pour cette émission. Lauriane est également de la partie. Salut Lauriane, comment ça va? Salut Fab, écoute, ça va. On fait aller, on fait avec, et voilà, il y aura des jours meilleurs. Yannick est avec nous aujourd'hui. J'ai la crème de la crème des chroniqueurs, je les ai tous avec moi. C'est une fierté. Salut Yaya, comment tu vas? Salut Fabien, salut Kevin, salut Lauriane. Écoute, en dehors du MHC, ça va. Bah, j'espère que tu vas mieux que le MHSC, que vous allez mieux vous aussi les auditeurs que le MHSC. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors au programme de cette émission, une émission un peu particulière on va dire par rapport aux habitudes, parce que là nous allons débriefer les trois derniers matchs des Montpelliérains, la défaite à Guingamp, la victoire du petit espoir contre Bastia, et puis après le retour aux sources, défaite 3-1 contre Boulogne à la Mosson. Donc on va débriefer ça tout de suite avec Kevin, Lauriane et Yannick. Et ensuite, le fil conducteur de l'émission, ce sera que je vais poser plusieurs questions à mes trois compères du soir. Et à chaque fois, ils vont me répondre. Et vous aussi, les auditeurs, n'hésitez pas à répondre en commentaire sous les différents posts sur les réseaux sociaux de MHSC Honor et de BAF Media. Et ensuite, on terminera avec un petit avant-match de la rencontre des Montpelliérains à Laval, qui se jouera samedi à 14h. Ça fait bizarre de dire Montpellier qui va jouer à Laval, on n'a pas l'habitude de ça, mais malheureusement, je pense qu'il va falloir s'y habituer. Allez, on commence tout de suite avec le débrief des trois derniers matchs de nos Payadins. C'est parti, jingle. Le podcast Charnière Centrale, c'est comme une défense à la 85e, cramée mais solidaire. Alors, nous revenons un peu plus tard que prévu. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission. Aujourd'hui, nous enregistrons une émission le jeudi. Alors, les Montpelliérains se sont d'abord inclinés la semaine dernière, le lundi 15 septembre, sur la pelouse de Guingamp 1-0. Donc, une petite désillusion pour les Montpelliérains. Ensuite, une lueur d'espoir à la Mosson. Le samedi 20 septembre, Montpellier s'est imposé 2-0 face à Bastia. Et une nouvelle désillusion, grosse désillusion. Ce mardi soir, les Montpelliérains à la Mosson se sont inclinés 3-1 contre Boulogne. Je pense que personne n'aurait parié sur un tel résultat et une telle débandade au niveau jeu et au niveau résultat. Surtout contre une équipe comme Boulogne qui joue le bas du tableau et qui est montée en Ligue 2, notamment grâce à la rétrogradation financière de l'AC Ajaccio. Et après une bonne petite victoire contre Bastia, on ne s'attendait pas forcément à prendre une rouste comme ça à domicile. On va commencer avec Lauriane. Tiens, on va commencer avec toi. Pour toi, quel est ton débrief de ces trois rencontres? Est-ce que malgré tout, tu restes optimiste ou est-ce que c'est compliqué d'être optimiste malgré la petite lueur d'espoir qu'il y a eu contre Bastia et la victoire 2-0 des Montpelliérains? Alors oui, je pense que c'est compliqué d'être optimiste quand tu vois le jeu qu'on propose. Puis t'as l'impression que tu as une équipe à deux visages, quoi. C'est quand tu vois la première mi-temps que tu fais à Bastia, t'es vraiment à fond et c'est le jeu qu'on a envie de voir. T'es agressif. Tu as la volonté d'imposer ton jeu, de t'imposer toi, de leur montrer que tu es chez toi et qu'il n'y a rien qui passera, tu vois. Et après, quand tu vois, par exemple, cette deuxième mi-temps que tu fais encore contre Bastia, où tu retombes, le soufflet retombe, il y a moins d'énergie, tu laisses un peu plus d'espace, tu laisses les Bastilles avancer un peu plus. Bon, tu finis par une victoire, c'est très bien, mais, euh, mais tu as l'impression que c'est une équipe à deux visages. Guingamp, tu passes complètement à travers, t'es à côté du match. Je veux dire, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de dynamisme, tu construis pas.
Enfin, t'étais vraiment pas dedans. Et le match contre Boulogne, une catastrophe, quoi. Boulogne, je crois que c'est le pire. T'as l'impression d'être retourné l'année dernière et de regarder des mecs de CFA essayer de jouer contre des pros, quoi. Donc, optimiste, j'ai envie de l'être parce que t'as pas envie de. Voilà, c'est ton équipe, tu l'aimes et t'as pas envie qu'elle tombe plus bas qu'elle est déjà, quoi. Donc, je veux dire optimiste, mais dur, très dur. Difficile d'être optimiste, surtout quand on voit le jeu développé par nos joueurs, si on peut appeler ça du jeu, justement. Parce que comme on le disait en off aussi tout à l'heure, malgré tout, on avait une petite lueur d'espoir après le match contre Bastia et la victoire 2-0. Mais quand on regarde, c'était 2 buts sur coup de pied arrêté. Et après, dans le jeu, c'était pas forcément non plus exceptionnel. Et là encore, contre Boulogne ce mardi, on a vu que dans le jeu, c'était catastrophique. Et le seul but qu'on a marqué, c'est sur penalty. Et la seule grosse occasion qu'on a eue sur un but refusé pour hors-jeu, c'était sur coup de pied arrêté aussi. Donc il y a quand même beaucoup d'inquiétudes au niveau du jeu, parce que si on compte que sur les coups de pied arrêtés tirés par TJ Savanier, ça va être compliqué de jouer plus haut que le ventre mou cette saison. Kevin, pour toi, comment tu définirais, on va dire, le débrief de ces 3 matchs de nos Montpellierins? Oh, y a qu'un seul mot pour définir ces trois, c'était nul. Ce qu'on a vu, c'était nul. C'était un jean d'une équipe de Ligue 2, et un jean d'une équipe de Montpellier. Tu vois, franchement, même le match contre Bastia, comme elle a dit Lauriane, t'as joué, allez, moi je vais être plus dur, t'as joué une demi-heure et tu t'es reposé sur 2 exploits et 2 belles passes de TJ Savanier qui a sorti de nulle part. Mais sinon, il y avait rien dans le jeu, il y avait rien du tout. Et heureusement, franchement, je veux pas les critiquer, mais heureusement que Bastia est plus nul que nous et qu'ils en ont loupé, comme Boulogne, heureusement qu'ils sont nuls, qu'ils ont loupé des buts, hein, parce qu'on pouvait en prendre entre 5 ou 6 tranquille dans la valise, hein, les mecs qui savaient pas tirer, quoi. Heureusement que c'était nul, mais il y avait pas de jeu. Nous, c'était nul, il y avait rien. Le gardien qui fait les Simon, là, un gars, pas, j'ai même plus envie de le dire, tellement qu'il m'énerve, et il te fait 2 boulettes, alors que il fait un bon début de saison. Après, je veux pas l'accabler, ça arrive à tout le monde, mais bon, voilà, quoi, il en fait 2, donc c'est ça, plus ça, ben, ça fait un gros ça, quoi. Tu vois, Mendy, alors, je l'ai regardé. Et là, franchement, quand je regardais le match contre Boulogne, je l'ai vraiment regardé. En deuxième mi-temps, quand il était vers mon côté, j'ai vraiment regardé ses attitudes. Mais en fait, il est toujours en retard. Et là, à un moment donné, je regardais. Quand le gardien il dégageait le ballon, au deuxième ballon, il y avait quelqu'un qui prenait la balle. Et ben lui, il était là, il regardait tout sauf le ballon. Il regardait, je sais pas, les supporters en tribune Gévaudan, je sais pas ce qu'il faisait. Il avait jamais les yeux sur le ballon. Et à chaque fois que TJ, par exemple, il y avait le ballon qui voulait lui faire une passe ou un centre en profondeur, ben il n'était pas parce que il était toujours à gauche, à droite, il était jamais, il faisait pas d'appel. C'était un poteau. On aurait dit la réincarnation de Adam, c'est Delors mélangé. Tu sais, ça a fait un moule et paf, ça a fait Mendy ou le Mendy de Wish, on sait pas trop. Il y a gain. Après, je veux bien que le carton rouge n'a pas aidé. Mais bon, en début de mi-temps, tu dominais le match, mais tu te crées pas d'occasion, quoi. Et d'ailleurs, pour info, on me dit dans l'oreillette que c'est tombé, Laporte prend 2 matchs fermes officiels, donc il loupera Laval et Saint-Etienne. Voilà. Je vous le dis en passant, petit cadeau. Mais voilà, c'était nul. À Guingamp, pourtant, tu n'avais pas pris de rouge, mais il n'y avait pas de jeu. Tu t'es fait manger. Tu as eu 2, 3 situations, mais sans plus. Il y a eu trop de déchets en milieu. L'attaque, franchement, il n'y a rien, quoi. C'est le néant. Franchement, j'ai même pas de mots. Tu vois, c'est comme disait Lauriane, on dirait que tu joues l'année dernière, que c'était en fin de saison l'année dernière, quand Camara est arrivé et que tu savais que c'était fini, que tu en prenais comme à l'appel. Allez, tu te dis, allez, hop, hop, c'est bon. Ah, Boulogne, allez, hop, bonjour. Vous êtes qui Boulogne? Vous avez besoin de 3 points? Ben, venez à Montpellier, on vous les donne. Tu vois, Guingamp, 3 points? Ah ben, tenez, venez. La semaine prochaine, Saint-Etienne, on va jouer Laval et tout. Ils vont dire, oh, vous voulez 3 points? Ben, venez à Montpellier, vous aurez 3 points gratuits, quoi. Ça m'énerve, quoi. C'est nul. Il y a pas d'envie, il y a rien. Le seul, franchement, qui au début de saison, je le critiquais un peu dans les émissions parce que je voulais pas le voir titulaire, c'était J. Et c'est le seul qui m'a, franchement, contre Bastia et Boulogne, m'a motivé. C'est le seul qui se donnait envie, qui courait. Et le petit jeune qui est rentré en deuxième mi-temps. Alors, je sais plus le nom, c'est, Maboub. 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 Ouais, ben, qui a franchement qui courait, qui avait de l'envie, mais si tout n'était pas parfait, c'est les seuls. Et après, franchement, le reste, j'ai trouvé, c'était nul. Franchement, voilà, j'ai pas d'autres mots. J'ai pas apprécié ce que j'ai vu. Après, on va pas trop s'enflammer sur El Maboub, hein. Souviens-toi le premier match de Nicolas Oui, non, mais Pays. voilà, je veux dire, au moins, il est rentré, Souviens-toi il avait un peu de le premier motivation, match de quoi. Nicolas Pays, comment tu l'as monté haut, et puis maintenant on le voit plus du tout. C'est vrai que tu as un don, Kevin, c'est que quand tu encenses des joueurs, et ben 2 semaines après, on les voit plus. Voilà. Comme la semaine dernière avec Simon, et ben, je l'ai encensé et il nous a fait 2 boulettes. Voilà. Voilà. Et dans 2 journées, ce sera Mathieu Michel dans les buts. Yannick, pour toi, le débrief de ces 3 matchs, comment tu le définirais? Bon, ben, on en avait parlé lors de la dernière émission.
J'avais des gros doutes sur Camara, sur sa compo d'équipe, sur sa manière de manager, et des gros doutes sur l'équipe parce que je comprenais pas comment on jouait. J'avais espoir que pendant la trêve, il y ait quand même une prise de conscience sur le système et la manière de jouer, qu'on trouve une identité parce que finalement, on n'en a pas. Et le match à Guingamp, donc lundi dernier, moi j'étais particulièrement énervé parce que déjà, on s'est représenté en 5-3-2, c'était 5-3-2, 5, 5-4 même. C'était une catastrophe. Euh, on prend un but, ok, le gardien se trouve, mais au niveau de la défense, on n'est pas très bon. Et, euh, et quand on voit la seconde mi-temps, après le but encaissé, ben, il n'y a plus rien des deux côtés. Que ce soit Guingamp ou Montpellier, c'était un match, franchement, il faut vraiment aimer être un peu maso pour regarder ce genre de match un lundi soir, au lieu de regarder l'amour est dans le pré, parce qu'on n'était pas loin, parce qu'il y avait quand même pas mal de chèvres sur le terrain. Et après, par contre, le match contre Bastia, moi, quand j'ai vu qu'il y avait quand même un changement de tactique en 4-3-3, ce qui me semblait beaucoup plus cohérent par rapport à l'intégration de TJ, parce que même si moi, j'étais pas forcément pour au départ, finalement, c'est la seule solution pour mettre un lien avec Mendy, qui était un petit peu tout seul. On a eu le mérite en première mi-temps contre Bastia d'être au moins, c'est moi, c'est vraiment, j'avais un peu surcoté mon impression du jour au stade, euh, qui est du mieux parce que pour moi, on était dans leur terrain. Voilà. Bastia n'attaquait pas, même s'il était plus faible que nous. On marque ok 2 buts sur coup de pied arrêté rapidement, donc ça aide à avoir confiance. Mais on était sur leur terrain, ils venaient pas. Je dis c'est bon. Et quand j'ai vu cette seconde mi-temps, cette purge, parce que bon, habituellement on fait une meilleure seconde mi-temps. Quand je dis meilleure, on n'est même pas à la moyenne, hein, mais c'est mieux que la première. Là, c'était l'inverse. Et, euh, et je trouve quand même aberrant de mener 2-0 à la mi-temps, de laisser le ballon à l'adversaire et de rien faire. Moi, je ne comprends pas. Surtout en tirant face à la butte en seconde période, il n'y a aucune raison de jouer petit bras contre une équipe où tu mettais le troisième. Après, ça pouvait dérouler. Pour moi, on allait dérouler et être encore meilleur en seconde mi-temps. Mais ça n'a pas du tout été le cas. On a été à notre image, à l'image du coach et de son discours très minimaliste. On n'a pas d'obligation de points, les gars. Ouf, pas, c'est bon, il y a quatre matchs en 10 jours, mais il n'y a pas d'obligation de points. Ok, on joue pas à la montée, mais au moins qu'on se fasse plaisir quand on voit un match, surtout à la Mosson. À part les supporters, on voyait rien, quoi. Je veux dire, pas de frisson et tout ça. J'ai vu les stats, parce que je sais que Kevin, il aime bien les stats du match contre Bastia. Bastia, on a moins de 50% de possession de balle face au dernier, quand même, qui a 2 points aujourd'hui, hein. Et on a tous été d'accord, Lauriane et Kevin l'ont dit, de la piètre qualité de Bastia, malheureusement pour eux, hein, parce qu'ils ont perdu des joueurs. Et ça va être très, très compliqué pour eux. Mais on ne peut pas se fanfaronner de battre 2-0 Bastia sur coup de pied arrêté avec quasiment aucune occasion en seconde mi-temps. Je veux dire, première mi-temps, même s'il y a eu des actions qui n'ont pas été abouties, je me rappelle qu'Orakpo s'est pris les pieds tout seul alors qu'il était tout seul à un moment donné au second poteau. Il pouvait centrer, il pouvait tirer. On ne sait pas ce qu'il faisait. J'ai l'impression qu'il allait s'enfoncer dans le gazon. Et on avait un manque quand même de première intention, parce que je me rappelle que El Anache, il a eu une paire de fois, il était tout seul pour centrer. Il essaye de combiner alors que ça ne sert à rien. On ne joue pas assez en première intention, mais on avait quand même des fois ce côté à se dire, ben, tant pis, on ne relance pas propre, on balance, on met la pression. On était pas mal contre Bastia. Donc, même si après le match de Bastia, j'étais content, mais nous, tous ceux avec le groupe avec qui j'étais, on faisait la gueule. J'ai vu plein de gens sortir du stade faire la gueule. Donc déjà, c'était quand même avant-coureur du score. C'est-à-dire que tu es content de gagner parce que tu n'as pas gagné depuis janvier, mais tu peux Mais pas le contenu fanfaronner. n'était pas positif, quoi. Voilà. Mais quand je lis dans la presse un peu plus tard, tu avais quand même cette satisfaction du coach, des joueurs, un peu trop démesurée. Nous, on en a parlé en avant-match entre collègues.
J'ai dit attention. J'ai dit si, vu comme ils s'annoncent à la presse, là, les mecs, ils ont gagné. Style, on prend Boulogne, encore une équipe du bas de classement. J'ai dit attention. Tu prends un rouge, ok. Bon, la faute, elle est grossière de la porte, c'est rouge direct, il n'y a aucune discussion possible. Mais par contre, après, un peu, la moisson a un peu conspué à la mi-temps, mais on pouvait enfiler des perles, c'était n'importe quoi. On a eu zéro occasion, zéro combinaison. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ça. C'est qu'on ne joue pas au foot. Il n'y a rien. Je veux dire, c'est même pas tu vas sur le côté pour centrer. Tout est prévisible longtemps à l'avance. On dirait une équipe de corpo qui joue parce que tu sais exactement où ils vont jouer. Ils sont très lents. Il n'y a pas de dribble. Quand on dribble, on perd le ballon. On prend des contres. Même nos joueurs les plus solides sont censés pouvoir te faire remonter la balle ou la récupérer. Bessir ou Meradzic, il a été catastrophique sur le deuxième but, en défendant à 5 mètres. Même au niveau district, ça n'existe pas, ça. Non, je suis très inquiet pour la suite. J'ai été dubitatif sur Camara. Je pense qu'il faut changer, mais je pense surtout qu'il faut changer la manière de s'entraîner, la manière de jouer, et au moins de trouver quelque chose. Parce que là, on est au fond du trou. Moi, je suis dégoûté, perso. Mais est-ce qu'on va réussir à trouver la solution pour sortir du fond du trou? Parce que ça fait des mois et des mois maintenant qu'on est au fond du trou et on voit pas on voit pas d'évolution. Ça semble quand même assez complexe. Et tu parlais des stats, Yannick, hier, qu'il y a quand même seulement 2 tirs cadrés, hein, pour les Montpellierins. Ça montre à quel point 2 tirs cadrés et Boulogne, ils en ont quand même cadré 10. Donc ils ont quand même créé beaucoup plus d'occasions, même si c'était pas forcément des énormes occasions franches, mais au moins eux, ils allaient vers le but et ils arrivaient au moins à frapper quand ils arrivaient face au but, quoi. On est perdu, ce club va à la dérive. Ce club va à la dérive, malheureusement. Allez, on va poursuivre l'émission avec les questions du jour, parce que là, je vais vous poser plusieurs questions, Kevin, Lauriane et Yannick, auxquelles vous allez me répondre. Et vous aussi, les auditeurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire sur nos différents réseaux sociaux de MHSC On Air et de BAF Media. Allez, c'est parti pour les questions du jour. C'est parti. Dans le podcast Charnière Centrale, on parle du MHSC sans langue de bois, même avec l'accent. Alors, la première question de ces questions du jour, avons-nous une équipe du niveau de la Ligue 2 au vu des premiers matchs de cette saison 2025-2026? Lauriane, je te laisse répondre à cette question. Alors écoute, vu la physionomie du match hier, j'ai envie de te dire non. Mais, euh, mais après, enfin, voilà, on a fait des matchs qui étaient pas trop dégueulasses. Restart, tu reviens à 2-2. Bastia. Alors, en plus, j'ai pas trop d'exemples à donner, donc je vais pas arriver beaucoup à me justifier. Mais bon, j'ai pas envie de dire qu'on n'a pas le niveau de la Ligue 2 parce que ça fait chier de devoir dire un truc comme ça. Mais, euh, mais je pense que en fait, t'as pas le système de jeu de la Ligue 2 en fait. T'as pas l'agressivité que les autres y mettent quand ils viennent, quand ils ont le ballon. Quand t'as le ballon, par exemple, toi, ils sont deux à venir sur toi. Nous, on le fait pas ça. On l'a fait contre Bastia en première mi-temps. Et après, c'était fini. T'as pas cette agressivité de Ligue 2. T'as pas l'envie. On dirait que je sais pas. Ces mecs, des fois, je me demande pourquoi ils sont là. T'as l'impression qu'ils sont là juste, c'est eux personnellement qui comprennent pas qu'il y a un club derrière. On dirait qu'ils sont juste là pour leur propre performance à eux, qui sont pas fameuses d'ailleurs performances, mais on dirait qu'ils sont, je sais pas, on dirait que c'est pas une équipe. Donc tant qu'ils n'arrivent pas à avoir cette cohésion, cette envie d'avancer ensemble, tu n'auras pas le niveau de la Ligue 2, hélas. Et après, le jour où ils arrivent à comprendre que ben, tu joues pour un club, il y a des supporters derrière, il y a des gens qui comptent sur toi, tu as toute une ville qui est derrière, qui a envie d'avancer, qui a envie de remonter en Ligue 1, ben, peut-être que tu verras des joueurs de niveau de Ligue 2. Là, pour l'instant, c'est des petits jeunes, enfin, je sais pas, j'ai du mal à les défendre, en fait, donc bon. Kevin, je vais te poser une autre question. Allons-nous droit dans le mur avec un coach non expérimenté comme Zoumana Kamara? Ouais, je sais pas du tout. Je suis mitigé parce que tu vois, ça me fait de la peine quand même de lui cracher dessus. Tu vois, c'est que le début de saison, on peut lui reprocher pas mal de choses, des fois dans le coaching, dans la tactique mise en place, de la nonchalance quand il est sur le banc, des peut-être
pas des mauvais discours, mais la forme dont il prend dans les discours, peut-être qu'il veut faire passer des choses, mais qu'il le dit mal. Tu vois, le fait, comme on disait, si on gagne pas, ben, chez nous, ben, c'est pas grave, tu vois. Et après, je me dis, je vois, toi, je veux pas lui cracher dessus parce que je me dis, t'arrives dans une équipe. Laurent Nicolin, justement, avait dit que cette année, ça allait être une saison tremplin. Il a pu recruter un peu avec les moyens du bord sans dépenser d'argent parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'achats avec un gros budget. On était en manque, tu vois. Mais j'ai envie de lui dire aussi, ben, pas dans le mur parce que voilà, après, il est inexpérimenté. Est-ce que j'espère que, tu vois, si en lui faisant confiance, ça pourra aller. Je me dis, allez, peut-être que ça va le faire, que c'est vraiment le temps, tu vois. C'est peut-être, voilà, cette année, allez, on joue dans le top 12-13, tu vois. Et l'année prochaine, ça se trouve, il va nous faire une saison de fou si on a un peu de budget, mercato et tout ça, tu vois. Mais après, je me dis, après, parce qu'il est pas aussi sur le terrain, c'est pas lui qui joue, quoi, tu vois. Donc, c'est dur aussi. Après, je me dis, ça se trouve, on a misé sur encore une fois sur pas le bon cheval. Comme tu dis, peut-être il est pas expérimenté, qu'on aurait pu avoir des coachs peut-être un peu plus expérimentés, qui je pense le projet de Montpellier aurait intéressé quand même, parce que voilà, même si on venait d'une saison difficile, je pense que notre projet et notre club attire quand même quelques entraîneurs. Je ne dis pas des entraîneurs de star mondiale, de renommée, mais tu vois, de bons entraîneurs et tout ça, tu vois, qui auraient pu faire quelque chose. Donc après, est-ce qu'après, si on aurait eu un nouvel entraîneur, est-ce que ce serait pas fait ça aussi? Tu vois, il serait arrivé à la place de caméra, même si ça se trouve, tu mets n'importe qui, ben, si t'as pas de budget, que tu fais avec un peu les moyens du bord, est-ce que peut-être tu te dis, ben, ça aurait pas fait pareil, tu vois? Donc c'est difficile à se projeter, tu vois, certains coachs, comme à l'époque Gasset des Arcarians, ça faisait un moment qu'ils étaient là, ça fait un moment, ils avaient quand même un peu de budget parce qu'ils ont recruté un petit peu quelques joueurs, tu vois, c'était leur décision. Et tu vois, la mayonnaise n'a pas été, elle n'a jamais pris entre eux, les joueurs l'écoutaient plus, le discours des coachs. Donc, du coup, bah, après, tu te dis, OK, pas de souci. Mais là, tu vois, ça fait quand même pas beaucoup de journées, c'est un truc de reconstruction, donc c'est difficile à dire. Enfin, je sais pas si vous comprenez, les auditeurs comprendront mon point de vue, mais voilà, c'est compliqué de lui dire, bah, c'est ta faute, toi, c'est que t'es pas bon parce que t'as jamais entraîné, tu vois. Regarde Pierre Sage avec Lille, avec Lens, pardon. Tu vois, et quand il est venu à Lyon, il a fait de bonnes choses. Il avait jamais trop entraîné un gros club. Il a fait de bonnes choses. Là, avec Lens, il fait de bonnes choses. Donc, tu vois, c'est difficile à dire. Voilà, je suis un peu mitigé. Je me dis, ça se trouve, en fin de saison, en fin de saison catastrophique. Et on luttera pour la relégation ou j'espère pas le pire, mais on sera relégué. On dira, bah, ça a été un très mauvais choix. Ou ça se trouve, je sais pas, il va avoir un déclic, on sait pas, peut-être, tu vois, qu'il va manquer quelque chose. On va prendre du boost à la remontée, je sais pas, tu vois. Donc, voilà. C'est compliqué à dire quand même. Après, les Pierre Sage, les Will Steele, les Frank Hez, ça a pris directement dans les clubs où ils sont passés, alors que nous, Voilà. ça. Parce qu'ils avaient le budget aussi pour recruter. C'est sûr, c'est sûr. Et c'était pas Quand la tu vois même. l'entraîneur, là, comment il s'appelle, l'entraîneur de Strasbourg, là, que personne connaissait. Après, bon, c'est Strasbourg, ils ont un budget économique avec Chelsea et tout, mais tu vois, ça a pris, il a pu recruter des bons joueurs. Là, tu vois, il a fait un peu à tâtons en prenant quelques jeunes, en prêt, des joueurs libres et tout. Peut-être qu'il voulait, mais tu vois, s'il a eu le budget un petit peu, je sais pas, même 10 millions, tu vois, je dis pas beaucoup, 10 millions. 10 millions, tu peux te prendre quelques joueurs, tu as des joueurs qui vaut 2 million, qui vaut moins d'1 million, qui pourraient être pas trop mal, tu vois. Quand je pense qu'un Anthony Martial, à l'époque, hein, je me rappelle, mais c'est un truc tout bête, à l'époque, il signe libre, il part qu'à Athènes. Ça se trouve qu'un mec comme ça, tu te dis, allez, viens chez nous quand on est en Ligue 1, je sais pas, tu vois, tu relances ou quoi, ou viens en Ligue 2, tu fais un projet, ça va te relancer ta carrière, tu vois, ça fait des trucs sympas, quoi. Allez, prochaine question. Des rumeurs indiquent justement, là on parle de la non-expérimentation de Zoumana Camara. Des rumeurs indiquent que le MHSC serait peut-être en contact avec Antoine Comboiré et Jean-Marc Furlan en cas de nouvelle débâcle face à Laval samedi. C'est évidemment que des rumeurs, c'est même des informations à prendre avec beaucoup de pincettes, mais vu que ça fait parler sur les réseaux sociaux, je me permettais de l'inclure dans le programme de l'émission. Yannick, pour toi, Furlan, Comboiré, des profils intéressants ou des profils à écarter? Bon, alors nous, en plus, on a discuté après match sur le parking. Donc, nous, Furlan, c'est un nom qui a été évoqué. Je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui a fait monter le plus de clubs de Ligue 2 en Ligue 1. Donc, il a une philosophie quand même de jeu offensif, ce qui peut, ce qui peut être quand même intéressant parce que moi, je préfère gagner 3-2 ou même perdre 3-2 que pas tenter parce que actuellement, ce qu'on fait, c'est rien du tout. On veut surtout pas prendre de but, mais on en prend quand même puisque tu joues pas au jeu. Furlan, même Kombouaré, personnellement, moi, ça me dérange pas parce que Kombouaré, faut pas oublier que quand on est champion en 2011-2012, il est au PSG, il est premier avec 4 points d'avance, je crois, sur nous, 3 ou 4 points.
Il le dégage pour prendre Ancelotti parce que c'était pas un nom assez ronflant, assez, euh, assez bling-bling. Il a fait des bonnes choses à Strasbourg. Je pense qu'à Nantes, s'ils sont encore en Ligue 1, c'est en grande partie face à lui, grâce à lui. Euh, il a quand même réussi à gagner une Coupe de France avec Nantes. Il a fait jouer des joueurs très moyens comme Nicolas Palois à un niveau correct face à des grosses équipes. Non, je pense qu'il nous faut quelqu'un qui a du coffre, quelqu'un qui, effectivement, comme disait Lauriane, leur rentre dedans. Moi aussi, j'aimerais bien entendre ce que dit Camara dans les vestiaires. Est-ce que c'est un discours de façade face aux journalistes? Mais bon, je pense que c'est bien de le faire au début. Après, au bout d'un moment, mettre les joueurs face à leurs responsabilités. Même quand tu es coach, tu dois aussi te mettre face à tes responsabilités. Ça c'est un truc que on peut lui reprocher. Et je pense qu'il est sur la sellette aussi par rapport à ça. Parce que tu peux pas dire, oui, le carton rouge a changé le match, même s'il n'a pas dit comme ça. Mais nous, on pensait qu'il allait dire ça sur le parking. Ça n'a pas trop loupé. On est sur un process, on perd mais on va gagner, c'est normal. Enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, pas d'obligation de points. Euh, la motion doit être une forteresse imprenable. Tu prends 3-1 contre une équipe nationale qui est en Ligue 2, ok, mais c'est une équipe de nationale quand même. Euh, il nous faut en tout cas, moi je pense qu'on doit changer vite et pas attendre, comme j'ai pu le lire, même si c'est que des rumeurs, un résultat ou non contre Laval, il faut changer quoi. Allez, prochaine question, Kevin. Doit-on utiliser le Joker pour le recrutement d'un joueur dans les prochaines semaines? Si oui, à quel poste? Au vu des prestations, je pense que ça peut être intéressant de se pencher sur ce sujet-là, pardon, du Joker. Par contre, maintenant, à quel poste? C'est ça la question. Est-ce qu'il nous faut un milieu de terrain? Parce que à ce poste-là, c'est assez compliqué, mis à part TJ Savanier. Après, c'est pas folichon. En attaque, peut-être une concurrence pour Mendy. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce on a le droit en 11 jokers ou non? On n'a pas le droit, ah, merde, je me suis pensé qu'on avait le droit à 11 jokers. Ouais, ça Non, non, aurait oui, pu. bien sûr qu'on a besoin, mais tu vois, je suis pas trop d'accord pour la défense et le milieu, tu vois. Il y a quand même un petit peu de monde. Bon, en défense, pour moi, il y a ce qu'il faut, bah, ce qu'il y a, tu vois, quand même. Bah, je pense que quand même Julien, Béchir qui peut descendre et Laporte, je trouve quand même ils font pas une mauvaise saison. Franchement, c'est pas mauvais, tu vois. C'est voilà, sur les ailes aussi, tu vois, je vois qu'il y a le petit jeune qui est rentré, donc ça va pas porter. Le milieu avec TJ en plus, il y a peut-être Fayad qui va revenir. En plus avec Chelani, mais moi j'aime bien aussi quand même qui est jeune. Je pense qu'il y a pas mal de monde. Après, alors après, je sais plus trop qu'est-ce que c'est, si c'est un attaquant ou un ailier, le Chichouba qu'on a recruté de Lens. Je crois que c'est un ailier, mais je suis pas sûr à 100%. Du coup, si tu peux me dire si c'est un attaquant ou pas. Milieu offensif. Ah, milieu offensif. Ouais, donc ouais, ça fait un milieu. Donc pour moi, oui. Mais du coup, ouais, moi, je pense qu'il faut l'utiliser pour l'attaque. Parce qu'en attaque, à part Mendy, eh ben, il y a rien, quoi. Bon, Rakpo, il peut jouer peut-être en BU, mais bon, même s'il joue, on a vu déjà ce que ça donne en ailier, donc je veux pas envie de voir ce que ça donne en BU. Mais je pense que il faut quelqu'un de plus en attaque, quoi. Bon, parce que le Junior India, il est bien gentil, tu vois, il est pas mal et tout. Et il est jeune, mais je pense il nous faut un attaquant de plus, quoi. Tu vois, un attaquant vraiment devant, un vrai BU. Bon, même si là, il marque pas et tout ça, comme on disait, voilà quoi, mais il faut quelqu'un, pas pour le remplacer, peut-être pour prendre sa place. Et justement, là, il va cogiter, il va dire, oh, on m'a signé un attaquant, il y a quelqu'un qui vient pour la concurrence, peut-être qu'il va un peu plus se bouger, mouiller le maillot sur le terrain. Donc pour moi, il en faut un, mais en attaque, quoi. Directement, c'est sûr, il faut renforcer le milieu offensif, c'est ce qui nous manque. Parce que tu prends des buts, mais derrière, t'en marques pas tant que ça non plus, quoi. Tu marques, comme on dit, sur coup de pied arrêté, et tu marques, c'est beaucoup de milieux et de défenseurs qui marquent, quoi. Yannick, prochaine question. Ne faut-il pas privilégier l'expérience de Mathieu Michel dans le but montpelliérain en remplacement de Simon Ngapadouembou? Kevin, j'espère que tu me mettras une bonne note pour la dictation du nom de Simon. On verra si t'es sage. Donc Yannick, pour toi, est-ce qu'on ne devrait pas laisser la place de titulaire à Mathieu Michel au vu des derniers matchs? Après, voilà, on va pas non plus tomber sur le gardien et tomber que sur lui. Mais moi, personnellement, quand je le vois sur le terrain et quand je vois même ses petits déplacements, son jeu au pied, etc., pour moi, il m'inspire pas confiance. Donc j'aimerais bien tenter Mathieu Michel de par son expérience. Qu'est-ce que tu en penses? Alors personnellement, j'ai lu aussi un petit peu partout que pas mal de monde tombait
sur Simon. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu le bouc émissaire. Moi, je trouve qu'il a été peut-être pas 100% au top sur quelques sorties aériennes. Mais après, je pense que si tu lui tombes dessus, déjà tu le feignes. C'est fini pour la saison. Et tu n'as pas la garantie que Mathieu Michel soit meilleur, même si il avait fait a priori une bonne pige à Valenciennes. Bon, après, son tatouage sur Nîmes, ça n'inspire pas grand-chose non plus. Si je devais choisir, j'aurais été plutôt vers Zodic qu'on vient de signer pro et que quand même contre le Red Star, il avait fait une bonne première. Enfin, je veux dire, à l'image de ce qu'a pu faire Simon à ses débuts aussi. Voilà, s'il fallait choisir, j'irais plutôt sur Zodic. Mais là, le gardien, c'est vraiment un poste spécifique. Tu le sors, c'est fini. Et je suis même pas sûr, à part s'il y a un changement de coach. C'est-à-dire que je justifierais juste que s'il y a un changement de coach. C'est-à-dire le coach, il voit les trois gardiens et il dit toi tu joues pas, on commence comme ça. Je trouve que ça, c'est réglo parce que ça enfonce personne. Ça remet tout le monde en concurrence. Par contre, si Camara commence à sortir Simon euh, par rapport à des prestations qu'il aurait pu peut-être améliorer. Mais je crois que même hier, j'ai regardé une stat, c'est pas des arrêts, hein, mais il est sur 10 frappes. Hein. Donc, même le premier but où Julien le met contre son camp, c'est plus Julien qui fait n'importe quoi. Je suppose qu'ils se sont parlé sur la sortie parce que même Simon avait l'air surpris. L'attaquant de Boulogne sur le premier but, j'ai vu qu'il était aux Alouettes, il était super loin du ballon, donc c'est plutôt de mauvaise appréciation du défenseur que du gardien, parce qu'il avait l'air d'être dessus. Je trouve que quand même, il y a des déplacements où je suis d'accord avec toi, Fabien, c'est que des fois, c'est pas académique, quoi. Sur les sorties, sur comment il se replace ou il se déplace, il y a des choses, c'est pas académique, mais il a des qualités. Moi, pour l'instant, c'est pas lui qui me pose le plus de problèmes, quoi. Je ne changerai pas. Après, c'est sûr que un changement immédiat pourrait mentalement l'embêter un peu aussi, je pense. Et par la suite, si vraiment on a besoin de lui, ça pourrait compliquer la donne. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même voir Mathieu Michel. On n'a pas eu trop l'occasion de pouvoir le voir. Donc autant tenter. De toute façon, au point où on en est, il vaut mieux peut-être essayer quelque chose sans pour autant dire à Simon que c'est terminé pour lui et que c'est à cause de ses prestations. Allez, la dernière question de ces questions du jour avant de passer à l'avant-match du déplacement des Montpellierins à Laval. Kevin, pour toi, avons-nous, enfin, selon toi, avons-nous encore de la fierté, oh là là, de la fierté. La fertilité. Et ton fertile. Oh merde, il est tard là, putain. J'ai dit avons-nous encore de la fierté? Est-ce que le MHSC a encore de la fierté? Non, pas du tout. Moi, depuis Voilà, merci Kevin. des, non, ben non, mais c'est vrai, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais pour moi, je sens plus de fierté, plus d'un dans le club depuis la disparition de Loulou. Voilà, pour moi, je trouve que Laurent n'a pas les épaules et pas le statut d'assumer. L'équipe aussi a des mauvais choix qui sont faits en interne, peut-être qu'on sait pas tout, mais je sais pas, depuis que Loulou est parti, ben je sais pas, je reconnais pas mon club, quoi. Il y a plus rien, tu vois, il y a pas de grinta, il y a personne qui gueule au club. À l'époque, je me rappelais quand le Loulou, il y avait un problème, il descendait, il gueulait sur les joueurs, entre guillemets, il les punissait. Je me rappelle des anecdotes où il les mettait le matin derrière le camion poubelle à 5 heures parce qu'ils avaient fait des matchs mauvais la semaine. Il descendait, il criait tout le temps, il était au bord de la pelouse et gueulait. Les joueurs, ils avaient de l'envie. De toute façon, ils ont été obligés d'avoir de l'envie. Comme on disait, notre forteresse de la paillade était, personne prenait des points là-bas, personne gagnait. Et là, je sais pas, depuis, ça fait des années, qu'il n'y a rien, quoi. Je veux dire, comme on disait tout à l'heure, là, ça y est, quand les mecs, ils ont le calendrier, ils disent, alors, où c'est qu'on va prendre 6 points? Ah, là, on a 6 points assurés, on va à Montpellier, on a 3 points. On va les recevoir chez nous, on prend 3 points. Même s'ils sont derniers ou que c'est une équipe de nationale, de DH, n'importe quoi, on n'a pas de fierté, on est nul, quoi. Il y a pas d'envie, quoi. Voilà, enfin, je sais pas. Pour moi, je trouve pas, tu vois, comme à l'esprit, tu vois, même en Ligue 2 à l'époque, on me disait, l'esprit Tino Costa, Montagno, tu vois, les mecs qui jouaient, ils avaient de l'envie, ils avaient de la niaque, tu vois, c'est même la Ligue 2, ça jouait, il y avait du ballon, quoi. Même les jeunes, à l'époque et tout, même quand on est en Ligue 1, qui fait rentrer des Cabella, des Belanda, des Benji et tout, ben, ça jouait, ça avait la grinta, ils avaient la fierté de porter le maillot de la paille, ils ont tout donné quand les autres, ils étaient pas là pour arriver à quelque chose.
Là, même quand tu fais rentrer des jeunes, certains, il y a des bons jeunes et tout ça, d'autres, bon, hein, ils sont là, ils jouent tranquille. C'est le match d'entraînement, là, le samedi à 14h ou le lundi soir, tranquille, quoi. Il y a plus rien, quoi. Enfin, je sais pas. Pour moi, on n'a pas de fierté, quoi. Il n'y a pas l'amour du maillot, il n'y a plus rien, il y a plus rien du tout. Je trouve plus rien dans mon club. Enfin, ça, moi, j'y vais, je l'aime, mais voilà, j'ai plus la même passion. Tu vois, là, hier, on prend le deuxième, j'ai presque envie de rentrer chez moi, quoi. Alors qu'il y a des années où même si j'en prenais trois, même, et alors on jouait, hein, même quand on était au bord de la nationale, que Courbis vient nous sauver, ben, j'étais toujours resté à regarder le match jusqu'à fond, à chanter, à donner de la voix. Ben là, ça donne même plus envie de rester jusqu'à la fin, quoi. T'es là, tu te dis, bon, pourquoi tu vas excusez-moi l'expression, mais casser le cul à rester jusqu'à la fin et tout ça. Et quand t'as froid, t'as des enfants, le lendemain, tu travailles et tout, pour voir des mecs qui en vaut pas la peine sur le terrain et qui se donnent pas à fond, quoi. Voilà, après, c'est peut-être mon ressenti à moi, mais voilà, depuis, moi, je trouve qu'on n'a pas de fierté, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Kevin, sur le fait que c'est depuis le départ de Loulou qu'on perd un peu toute la beauté et l'esprit paillade dans notre club. Donc c'est quand même assez triste et c'est vrai qu'on a l'impression que Laurent Nicolin quand même a du mal à remonter tout ça. Allez, on passe tout de suite à l'avant-match du déplacement des Montpellierins à Laval. C'est parti. Charnière centrale, le podcast qui commente mieux que ton oncle bourré. Samedi après-midi, 14h, les Montpellierins se déplaceront sur la pelouse de Laval pour un énorme match, une énorme affiche. C'était bien sûr ironique entre les Lavallois et les Montpellierins. Allez Yannick, on va commencer avec toi. Quel est ton pressentiment sur cette rencontre? Franchement, Yannick, Lauriane et Kevin, on va faire ça très rapidement. Vous me donnez en deux trois mots votre pressentiment, un petit pronostic et on n'en parle plus. La dernière fois que j'avais fait un prono, c'était contre Guingamp et j'avais aucune idée. Là, vu ce qu'on a vu, c'est pareil. Je ne sais pas si les joueurs vont avoir au moins un soupçon de rébellion. J'espère que oui. Donc, on va espérer un miracle, un 2-1 pour Montpellier. Voilà. On va pas lancer de buteur, hein. Cette équipe est pas assez forte pour les trouver. Mais bon, j'espère qu'on gagnera quand même ce match, mais ça changera quand même pas l'idée pour moi qu'il faut quand même changer d'entraîneur. Ouais, peut-être qu'on gagnera 2-1 avec un doublé de TJ sur coup franc, quoi. C'est le seul espoir que j'ai, moi. Par exemple. Allez, Lauriane. Alors écoute, ils sont un peu dans le même cas que nous. Donc je me dis, est-ce que ça serait pas notre Montpellier à nous où on irait grappiller un peu des points? Donc bon, je vais dire, allez, un petit 1-0 pour nous. Ok. Après, oui, ils sont un peu dans le même cas que nous. Boulogne était inférieur à nous, hein. Et voilà. On en a pris 3 dans la tronchetta. Kevin. Ouais, bah, ça va être facile. Défaite de Montpellier 2-0 avec un doublé de Malik Djoukounté pour Laval. Voilà, emballé, c'est pesé. Alors, je m'attendais pas à ce que tu sortes un blast des joueurs de Laval. Je crois que j'en connais pas eux. Voilà, ouais, moi, je connais Malik Djoukounté, voilà, c'est bon. C'est le seul attaquant qui a marqué pas mal de fois avec eux. C'est lui qui marque la plupart des buts, quoi. Donc voilà, mais je pense pas qu'on va gagner, quoi. Dans la spirale où on est, il y aura pas de rébellion, il y aura rien du tout. Peut-être, espérons qu'ils vont me contredire, mais ça va être une petite défaite 2-0 tranquille. Quel élève modèle ce Kevin? Il regarde le nom des joueurs qu'on va affronter. Il prépare Non, tout je de suis A à Z. quand même, hein. C'est carré, c'est carré. C'est carré le Kev. Ah ben, comme Kevin a dit qu'on allait perdre, je pense qu'on va gagner. Bon, finalement, je conforte mon 2-1. On rappelle que mon dernier prono, c'était 4-0 qu'on gagnait à Guingamp, quand même, hein. Le doublé de Ouais, Mendy, j'avais c'est dit. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a un truc avec Kevin, c'est qu'il travaille très bien, il regarde les joueurs de toutes les équipes, il sait de quoi il parle. Par contre, dès qu'il y a un pronostic, au fond du trou. Ne pariez pas sur moi sur Winamax, vous ne gagnerez pas. Faites surtout les auditeurs, faites le contraire de ce que dit Kevin. Allez, merci à tous d'avoir écouté ce podcast Charnière Centrale. Euh, Exceptionnellement, un jeudi. Après, on se retrouvera bien sûr mardi prochain pour un nouveau numéro. Ça sera débrief du match de Laval, en espérant un résultat autre que ce que Kevin nous a dit. Et aussi un avant-match du match tant attendu de la saison face à Saint-Étienne, le leader du championnat. Un match qui, je pense, va m'inquiéter, mais on en reparlera mardi prochain.
Kevin, merci beaucoup, encore une fois, comme je le dis chaque semaine, d'avoir participé à cette émission et d'être toujours présent pour participer à ce podcast Charnière Centrale. Merci à toi, mon Kev. Merci encore à toi, Fabien. Merci Yannick. Merci Lauriane. Merci à tous les auditeurs. Et puis, espérons qu'on vivra un bon petit week-end. Donc, que mon pronostic soit faux, ça serait bien quand même. Et puis, à la semaine prochaine. Lauriane, Lolo, merci beaucoup pour ta participation et on se retrouve mardi prochain. Merci à toi. Merci à toi, Fab. Merci, Kev. Merci, Yannick. Et j'espère qu'on se retrouvera pour un meilleur débrief, de bonnes nouvelles et de bons résultats. Et allez la paillade! Et merci à toi, Yannick, le piccolo des avant-matchs et des après-matchs. Merci les copains, merci les copines. Bon, bah, écoute, ça va le faire. Je pense qu'à un moment donné, on va peut-être se réveiller de ce cauchemar parce que ça dure depuis plus d'une saison. Donc croisons les doigts. Le problème, c'est qu'on croise beaucoup les doigts depuis, depuis plus d'un an, mais j'ai l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, va peut-être falloir les décroiser, peut-être que ça servira à quelque chose. Pareil, on va faire l'inverse de ce qu'on fait. Et ça fera peut-être comme avec Kevin. Et merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté une nouvelle fois ce podcast Charnière Centrale. C'est un plaisir de vous faire cette émission chaque semaine et exceptionnellement ce jeudi, malgré les résultats en dents de scie et très compliqués du MHSC. Mais pour nous, avec Kevin, Lauriane et Yannick, c'est toujours un plaisir de vous parler de notre club, le cœur de notre club. Oh, putain, notre club de cœur qui est le MHSC. Alors merci à vous les auditeurs et surtout n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de MHSC On Air et de BAF Media. En attendant, on se retrouve mardi prochain pour un tout nouveau numéro de Charnière Centrale. À très vite. Allez la paillade. Ciao ciao. Le podcast Charnière Centrale est déjà terminé. Oh non, oh non, oh non! Mais il revient la semaine prochaine.